faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast après ce Game 5 remporté par Oklahoma City face à Indiana 120-109. Je suis aujourd'hui, bien sûr, avec Chris Eggleton. Oui. Salut Chris. Il n'y a que moi à Paris. Donc, en ce moment, il n'y a presque que toi. Ouais. Donc, alors, hello Nicolas. Plaisir d'être avec toi. Bon, tu me disais, pas trop fatigué après cette nuit à passer devant la NBA. Pendant 3 semaines au rythme des matchs. Donc voilà, tu dors. Je vis comme un chat. Je dors quand je suis fatigué et je mange quand j'ai faim et je regarde du basket quand j'ai envie. Et tu demandes des gratouilles aussi, des caresses des fois aussi. Oui. Alors je disais, victoire du Thunder 120-109. Un match que Oklahoma City, je trouve, a dominé finalement de bout en bout. Sauf lors du retour d'Indiana, il y a eu à un moment plus que 2 points d'écart dans cette partie. Et en fait, c'est là où le Thunder a rappuyé une dernière fois sur l'accélérateur. Il y a notamment cette séquence dans le 4e quart-temps où Indiana perd 4 ballons, sur 4 possessions d'affilée, 4 pertes de balles. Et ça tue totalement les espoirs des Pacers de refaire un nouveau comeback. Cette fois, j'ai envie de te dire qu'Oklahoma City a appris du Game 1 notamment. Absolument, parce que ça sert à ça. Donc, non, mais pour être clair, les Pacers, ils ont raté le match 4 où la fenêtre était grande ouverte. Donc, aller espérer gagner à OKC dans les conditions comme ça, qu'on savait que ça sera l'enfer. Voilà, mais pendant un moment, on a cru. Les deux équipes sont donné rendez-vous au milieu du ring parce que j'ai pas vu le premier carton passer. C'était à tel tempo, up and down, donc que finalement, OKC appuie où ça fait mal. Donc beaucoup de pertes de balles. Beaucoup de rebonds offensifs, mais le fait qu'il y avait beaucoup de pertes de balles enlevait cette stade d'effort pour Indiana. Et quoi dire, voilà, c'est à moins 18, tu te dis, bon, ils sont avertis, OKC, ils sont avertis, mais là, tu vois, 16, 14, 10, 8, et finalement, il met le nez à la fenêtre, et c'est là que J-Dub met un énorme shoot à 3 points. Ouais, et ce qui est dingue dans ce comeback d'Indiana, je trouve, c'est que, bien sûr, tu as des efforts, notamment de McConnell dans le 3e quart-temps, qui marque 13 points. Il est où dans le 4e? Alors voilà, il est benché, mais on va en parler après. Mais en fait, cette équipe d'Indiana, t'as pas un seul joueur, si tu veux, qui va exploser offensivement et porter l'équipe. Ça vient, il y a des petits points de tout le monde. C'est vraiment un vrai effort collectif. Mais ça manque peut-être aussi de cette superstar qui va te mettre les 30-35 points qui peuvent te sauver la baraque. On parlera aussi de Tyrese Haliburton. Je trouve qu'on parle beaucoup de son performance. Je trouve qu'on ne mentionne pas assez le fait qu'il avait quand même une grosse gêne au mollet, a priori, une vraie blessure qui l'a handicapé tout le match. Je vais revenir à ça. Ça a été une défaite douloureuse. Parce que, justement, je trouve que Rick Carlisle, ça sert à être carré. On sait que c'est un entraîneur qui est carré. Est-ce que, je lance ça pour un débat, est-ce que quand tu sais que tu es blessé et que tu ne peux pas même donner 50%, et que tu as un TJ McConnell qui est feu de Dieu, qui t'amène aux portes de la victoire, que tu peux laisser sur le banc pendant le 4e quart-temps. Et ne pas... Haliburton, il servait à rien. Il servait à rien, à part le fait... Je ne dis pas qu'il faut oublier ce qu'il a fait, ou que c'est un très bon joueur, mais Rick Carlisle doit décider quels sont les joueurs. Et j'ai souvent entendu parler de ça quand il choisissait de ne pas jouer Mathurin, quand il choisissait de ne pas jouer Barnes. Mais il est où? Lui s'est dédouané de ça en disant que quand il a sorti McConnell, parce que McConnell était visiblement très fatigué de son 3e quart-temps, de ses efforts, mais ce qui est dingue, c'est de ne pas le revoir en fait ensuite. Et c'est vrai que tu voyais le match. Haliburton, en fait, il n'avait pas le premier pas. Déjà qu'il est en difficulté pour prendre la mesure de Lou Dort quand il est à 100%. Défensivement, tu défends en 4. Et tu défendais à 4 aussi. Et
il a attaqué jamais le cercle. Tu l'as vu, j'ai regardé, il finit le match à 0 sur 6 au tir, 0 sur 4 à 3 points, mais en fait c'est toujours des shoots extérieurs, il attaque, il va jamais driver, en fait il va jamais dans la raquette, il se contente de tirer de loin, et il fait jamais de différence, et c'est quand même l'une des bases du jeu d'Indiana, ce collectif, le ballon qui bouge, attaquer l'espace, et lui qui va ensuite trouver des shooters sur des démarquages. Là, c'était jamais le cas en fait. Non, mais c'était pas le cas en attaque, c'était pas le cas en défense. Donc tu as un joueur qui est blessé. Il n'y a pas de fatigue. Quand tu parles de TJ McConnell, tout le monde est d'accord pour dire la fatigue n'existe pas. Vous êtes en match 5 dans un NBA final. Comment peux-tu parler de fatigue? Comment ça peut rentrer en compte quand tu décides qui tu vas jouer? Donc, je n'accepte pas ça, moi. Moi, tu me dis ça, non. Surtout que c'est un joueur de banc. En plus, McConnell, c'est pas un titulaire. Enfin, c'est pas un joueur qui joue 35 minutes tous les matchs. Donc, en plus, il n'y a pas cette excuse, je trouve, de fatigue. C'est justement son rôle. C'est un energizer. C'est pas à lui d'être fatigué, justement. Donc, c'est à lui de fatiguer les autres. Non, mais ce jour-là, hier, il faisait partie intégrale de la réussite des Pacers. Donc, à partir de ce moment-là, tu fais le choix. Est-ce qu'il faut... Parce que Haliburton fait partie de... Tu réfléchis pas à ce qu'il a fait pendant la saison. Tu réfléchis pas à ce qu'il a fait pendant les 4 premiers matchs. Tu réfléchis sur le moment. Qu'est-ce qu'il faut? Quels joueurs sont capables de nous mettre notre jeu en place, être efficaces, et être un facteur X? Et peut-être que aussi Carlisle s'est posé la question de faire jouer les deux en même temps. Ça aura impliqué de sortir Andrew Nembhard, qui, se dit en passant, fait vraiment pas un bon match lui non plus. C'est pas la première fois. C'est vrai que ça lui arrivait d'avoir des coups de chaud sur ses finals. Mais globalement, moi je trouve que les copies rendues en attaque par Andrew Nembhard, je parle pas de sa défense, mais en attaque, et encore hier, c'est 3 sur 8. C'est 7 points marqués, c'est aucun tir à 3 points rentré. En fait, je trouve très peu efficace. Il a beaucoup de mal aussi, lui aussi, à prendre la mesure de son vis-à-vis en défense. En fait, hier, on avait un match où, dans l'équipe d'Indiana, les deux gardes n'ont pas du tout impacté le jeu offensif des Pacers. Et face à Oklahoma City, encore plus à l'extérieur, quand t'as pas en plus l'adresse que parfois dont bénéficient les Pacers à 3 points, et tu finis qu'à 11 points. Et t'étais pas si loin. Non, mais ça doit laisser quand même d'immenses regrets, parce que t'as l'impression qu'ils sont quand même pas loin, les Pacers. Et puis quand tu regardes le box score, tu te dis, mais en fait, Haliburton, il marque 4 points et Nembhard, il marque 7 points. Oui, c'est vrai que si tu veux gagner ce match-là, tu peux pas avoir un Haliburton à ce niveau-là. Où tu le sors, où tu mets un autre joueur capable de hausser le niveau. C'est vrai que Naismith et Nembhard n'ont pas été très très bons. On ne parle pas de Ben Sheppard, on ne parle pas de... Il a très peu joué, Ben Sheppard, aussi. Oui, il n'a pas joué. Donc, je trouve que Carlisle était très, très modeste dans sa coaching. Voilà. Conservateur, on pourrait dire. Conservateur, voilà. Mais de l'autre côté, on a vu le banc de OKC exploser. Parce que justement, Cavanaugh, il avait ouvert le banc. Ouais, grosse performance en sortie de banc de Cason Wallace et de Aaron Wiggins hier soir. Et puis, bien sûr, peut-être le meilleur match de sa carrière, en tout cas son record en play-off, Jalen Williams, 40 points. Et cette sensation qu'il était inarrêtable dans tout ce qu'il faisait, parce qu'on l'a vu beaucoup driver au début de match. Et une fois qu'il a réussi à installer ses drives, ensuite il a commencé à shooter un peu plus extérieur. Et ça a été un récital de bout en bout pour l'ailier d'Oklahoma. Oui, c'était... Son envie était d'attaquer le cercle. On l'a vu par son bucket chart le premier mi-temps, où il n'y avait que du vert dans la raquette. Que du vert dans la raquette, que des doubles pas, que des actions vers le cercle. Et il s'est établi son jeu comme ça. Et après, effectivement, il a... Bon, quand on était tout le monde dans la raquette, il s'est ouvert à 3 points, il s'est ouvert à mid-range. Donc... Mais non seulement ça, mais quand il est bon en attaque comme ça, il est bon en défense. Voilà, c'était le changement radical de OKC. C'est que quand il défend comme ça, quand il
perturbe les attaques comme ça, il peut jouer vite. Et là, on a vu le vrai OKC qu'on a vu pendant toute la saison. Ouais, c'est peut-être le match le plus abouti, je trouve, dans sa globalité d'Oklahoma City sur ses finales. Il y avait eu le match 2 où il y avait eu après la grosse réaction après la défaite du Game 1, mais dans celui-là, on a vu vraiment tout ce qui fait la force d'OKC, que ce soit en attaque, en défense. Et chez Gilgeous-Alexander, on regarde le match, ça saute pas aux yeux, sa performance offensive, et puis à la fin, on se rend compte qu'il est à 30 points, 10 passes. Et en fait, il fait un match de patron. Mais en plus, tu avais Jalen Williams à 40 points. Mais le duo, en fait, plus la série avance, moi j'ai l'impression que les Pacers trouvent des solutions sur ces deux-là. D'ailleurs, Jalen Williams, depuis le début des finals, à chaque match, il marque plus de points qu'au match précédent. À chaque match, il a augmenté sa production offensive. Et ça n'augure rien de bon, je pense, pour les Pacers sur cette fin de série. Non, c'est une jeune équipe. Ils ont toujours dit, et leur discours est le même depuis le début. Il faut prendre chaque match, le regarder, quel que soit le résultat, et essayer d'être meilleur. Donc, lui, individuellement, parce que le match de chez Gilgeous, le match 5, le match 4, si tu enlèves les 7 dernières minutes, il est pas bon, mais il sait à ce moment-là que c'est à lui de prendre les choses en main. Je trouve que Jalen Williams devient de plus en plus comme ça. Donc quand tu as deux comme ça, quand tu vois la manière qu'il fait en sorte que OKC débute bien le match, que OKC est agressif dès le départ, quand tu as deux attaquants comme ça, qui attaquent sans cesse le cercle, tu te dis... Et puis, il faut quand même pas oublier que Jalen Williams a joué meneur. C'est la grande différence depuis 2 matchs. Ça a commencé au Game 4, surtout. C'est vrai que c'est de moins en moins Shaq qui remonte les ballons. C'est Jalen Williams qui démarre en fait, le système. Ils ont décidé, après la défaite, en match 3. Match 3, que Nembhard défendait bien. Il prenait chez ligne de fond. Et ça avait un effet sur la fatigue, sur la fin de match. On voyait... Et quand tu fais des rotations défensives, comme Naismith, comme Topin, qu'on change sur les écrans, donc Jalen Williams a 100% joué meneur, 98%. Et puis il a vraiment pris plus ça va, plus il prend la mesure de Aaron Nesmith en défense, où en fait, très souvent, Nesmith est battu, que ce soit sur les appels de balles, c'est plus un terme de football, mais j'ai notamment le souvenir d'une remise en jeu ligne de fond, où en fait Nesmith se fait avoir sur une feinte et puis ça finit en N1, et là tu sens que Nesmith il est un peu désabusé, il y arrive pas, en fait il n'y arrive vraiment pas, et physiquement il s'impose pas du tout face à Jalen Williams qui a vraiment beaucoup de répondants. Oui, et techniquement c'est quelqu'un qui il progresse techniquement de mieux en mieux parce qu'il prend la mesure des défenseurs, il sait ce qu'on lui attend. Donc il essaie d'aller vers les fissures, il essaie de chercher des ouvertures, il cherchait pas toujours les mêmes, pas toujours la même brèche, mais dominant. Et puis après du cercle, il a le panoplie technique. Ouais, franchement, il y a des finitions, que ce soit main gauche ou main droite de Jalen Williams. Main gauche, il a le toucher. Il a un sacré toucher parce que des fois, il envoie la balle très haut quand même sur le verre. Il a le bump à la fin. Il sait utiliser son physique, il sait utiliser son technique, et puis il sait utiliser son adresse. Alors, quand il y a 2-2 dans une finale, l'équipe qui remporte le Game 5 gagne le titre dans 74% des occurrences. C'était 23-8 avant cette série. Énorme avantage pour OKC. Mais le prochain match, il est dans la nuit de jeudi à vendredi à Indianapolis. On peut quand même s'attendre à
une réaction d'orgueil ou même une réaction de désespoir peut-être pour les Pacers devant leur public. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra pas commettre autant de pertes de balles. J'ai noté la stat. Si je la retrouve, 23 pertes de balles pour 32 points sur ces ballons perdus pour Oklahoma City. Ça, même en shootant à plus de 40% à 3 points, les Pacers, ils pourront pas y survivre. Hier, c'était que 36% d'adresse pour Indiana aussi. Ça aussi, c'est un facteur. Dès qu'Indiana shoot moins bien à 3 points, en règle générale, ça se termine mal pour les joueurs de Rick Carlisle. Oui, donc le match 6. Déjà, voilà. On est presque arrivé. Ouais, voilà. Presque au bout du chemin. Oui. Le match 6 va dépendre énormément de si Haliburton est physiquement à 100%. Ça va dépendre de l'adresse. Voilà. Donc, OKC a pris une énorme bol d'air. Ça y est, ils se disent, ça y est, on est arrivé, on a retrouvé notre jeu, on a toutes les clés. Voilà. Neymar, il ne va pas nous surprendre. Nesmith, il ne va pas nous surprendre. Plus qu'on avance sur ce chemin qui est, oui, déjà le match 6, c'est que les équipes se connaissent tellement bien. Qu'est-ce que tu veux faire pour se surprendre voilà, donc c'est des vrais bras de fer et que je pense que OKC va montrer leurs biceps dans les bras de fer maintenant parce que tout simplement, ils ont pris la mesure des choses. Tu les vois finir en 6, le Thunder ou pas? Moi, je fais partie des gens qui ont joué aux chaises musicales. Hein, tu veux dire, tous les matchs. Ah, Indiana! Ah oui, j'aime beaucoup cette équipe. Ah, OK, ici, voilà, c'est magnifique. Donc, écoute, on verra. Hein, mais je pense que s'il y a un match 7, et ça retourne à OKC, que OKC sera champion. Est-ce que tu penses que Rick Carlisle doit changer quelque chose peut-être dans son 5 de départ? Il ne l'a jamais fait pour le moment dans ses finales. Mark Daigneault n'avait pas hésité à le faire dès le match 1. Je ne sais pas pourquoi ne pas tenter de jouer plus petit, de faire débuter Topin avec Siakam. Parce que Miles Turner, au fond, alors il était très bon hier encore en défense, mais il n'a pas l'adresse à 3 points. Miles Turner, c'est quand même une grosse, un point important de son jeu, et quand il n'est pas adroit à 3 points, tout de suite c'est quand même un problème pour Indiana, parce que OKC peut laisser Miles Turner ouvert en sachant qu'il va rarement les punir. Pourquoi pas aussi McConnell dans le départ, oui. Je sais pas. Il y a peut-être changer quelque chose. Je ne pense pas que Mark Daigneault avait commis une grave erreur. Il a joué, il a cassé le jouet, qui n'était pas cassable. Voilà. Donc il a fait. Ils ont gagné 68 matchs. Avec un menu qui était bien établi. Voilà, donc il a changé au moment des playoffs, le Game 1, il a changé. Donc il y a eu un effet sur le jeu de OKC. Je ne pense pas que Rick Carlisle, il va tester, il va voir. Il est chez lui. Donc, tu n'as pas besoin de surprendre, tu as juste besoin de dépenser plus d'énergie. Et être bon, pied sur le pédale, pousser les boutons qu'il faut, chercher des joueurs, faire n'importe quoi pour essayer de gagner en 48 minutes. Voilà, la mission, c'est ça. OKC, voilà, ça y est, ils ont trouvé leur formule, ils ont retrouvé leur formule. Moi, j'attends un super bras de fer. Moi, je te disais ça parce que, justement, là, juste avant, on disait que Rick Carlisle avait été peut-être trop conservateur dans ses choix. Là, c'est à domicile, il n'y a que 3-2, mais c'est peut-être aussi le moment de tout mettre sur la table, de tout risquer. À l'intérieur du match. Pas dès le départ. Si Haliburton, il voit qu'il est diminué, il faut appuyer sur le bouton TJ Maxx. Voilà, c'est tout. S'il voit que Mathurin, il rentre, et puis il est efficace en attaque, voilà, il faut pousser ce bouton-là. Il a tellement de boutons, et c'est le problème. C'est le problème d'une attaque démocratique. Voilà. Il n'y a pas de Shea, il n'y a pas de J-Dub. On voit qu'il y a une hiérarchie
Après, il y a Chet Holmgren. Après, il y a les joueurs de banc. Après, il y a AC9. Voilà, donc on sait comment ils vont attaquer. Rick Carlisle, il est obligé d'attendre pour voir, parce que c'est pas des joueurs au-dessus. C'est pas des joueurs. C'est une très, très bonne équipe, mais il n'y a pas de star, comme vous l'avez dit. Bon, je vous rappelle donc que le match 6, ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc retour à Indianapolis pour essayer du côté des Pacers de pousser ça en 7. Si Game 7 il y a, ça serait sympa. Si Game 7 il y a, ça sera dans la nuit de dimanche à lundi, donc à Oklahoma City au Paycom Center. Chris, on va parler aussi un peu d'un trade, du premier gros trade là, qui a secoué la ligue, le trade de Desmond Bane à Orlando. Donc je récapitule pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui auraient plus tout en tête. Le Magic récupère Desmond Bane et envoie à Memphis Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, 4 premiers tours de draft et un swap pick. Dans le détail, ça donne donc le pick de cette année, le 16e choix 2025 du Magic, sachant qu'ils ont aussi pour eux le Orlando, le 25e choix de Denver. Donc Orlando va quand même pick au premier tour. Mais donc le 16e choix, le pick des Suns 2026 qui pourrait être assez intéressant, et puis Orlando qui donne aussi ses propres picks 2028, 2030 et swap en 2029. Est-ce que, Chris, pour commencer, ce côté Orlando, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de faire venir Desmond Bane pour donner un coup de main à Franz Wagner et à Paolo Banchero? C'est une super idée. Quand tu regardes cette équipe d'Orlando, depuis 2 ans, ça fait partie des équipes les plus maladroites à 3 points. Ah bon? Oui. Donc voilà, tout le monde sortait les zones de leur placard. Quand ils voient Orlando arriver, voilà, ils vont pas pouvoir envoyer un poids dans la bassine. Non, c'était excellent, 3 trade, parce qu'il amène, et puis il est jeune. Il aura 27 ans. Il aura 27 ans dans quelques jours, le 25 juin. Oui, on a l'impression que c'est un vétéran de 36 ans. On est tellement habitué à le voir à Memphis avec des outils qui sont divers et variés. Je parle de cette FA Sniper parce qu'il a une distance, il a un bras, il est hyper adroit à 3 points, donc il peut remédier cette histoire de adresse. Donc, est-ce que c'est trop cher? Non, mais ils envoient un message, Orlando. C'est gagné maintenant. Nous, on veut passer une étape. On veut on est dans l'Est, donc il faut absolument qu'on soit dans les carrés, le top 4. Voilà, ils envoient ce message-là, parce que quand tu vois le 5, il est séduisant. Hein. T'as Jalen Suggs qui va revenir. Donc là, ça donnerait Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Banchero et Wendell Carter. Déjà, Banchero jouer à côté de lui, ça va ouvrir des horizons, des fissures, du terrain, parce qu'il faut quand même s'ajuster sur Bane. Donc voilà. Mais après, Memphis, ouf. Alors, déjà, sur Orlando, pour terminer, il y a déjà le choix assumé de dire, on s'est trompé ça n'a pas marché avec Kentavious Caldwell-Pope. Ils ont réussi à l'éjecter dans ce trade, récupérer un joueur finalement un peu dans le même profil, mais plus jeune, et peut-être meilleur aussi, meilleur shooter. Bane, cette saison à Memphis, c'était 19 points par match, 48% au tir et quasiment 40% à 3 points, ce qui est plus que respectable. C'est un joueur qui n'a jamais été All-Star par contre, et c'est vrai qu'on revient à la compensation. 4 premiers tours de draft, ça veut aussi dire qu'on mise beaucoup et qu'il faut quand même que ça marche très bien pour le Magic, ce trio, parce que certes, il y a des joueurs encore à échanger potentiellement dans l'effectif. On a parlé de Carter Jr., il y a Jonathan Isaac, Goga Bitadze, Anthony Black aussi, qui devrait avoir plus de temps de jeu avec le départ de Cole Anthony en sortie de banc. Mais ce trio, ça doit mener le Magic...
Là, l'objectif la saison prochaine, c'est demi-finale, voire finale de conférence, quoi, normalement pour. Ouais, mais il y a encore des ajustements à faire. Je pense pas que Wendell Carter Jr. pour moi, c'est pas. Pour toi, ça passera pas l'été en Floride. Non. Pas Orlando en tout cas. Non, mais sauf s'il est prêt à accepter un autre rôle. Oui, ok, oui, c'est solide. Oui, je pense pas que c'est fini pour les Magic qui affichent leur ambition. Voilà, donc, mais c'est avec des vétérans. KCP n'était pas vraiment, voilà, c'était juste, c'est tout simplement juste. C'était moins bon, c'était moins fort qu'à Denver en fait, c'est ça. Parce que si ça avait été le même qu'à Denver, avec la même adresse, pas le match, bien sûr, mais il est passé de 40% à Denver à 34% à Orlando. Oui, Anthony, bon, c'est toujours ce joueur que tu mets, voilà, c'est tout bon ou c'est tout rien, ou voilà, donc il était pas un facteur dans leur construction d'une équipe voilà, qui doit jouer le titre. Donc, avoir Black, oui. Moi, je regarde depuis qu'il est universitaire. Voilà, c'est un très, très bon joueur. Et puis voilà. Et donc, les Grizzlies. Oui. Alors, qui récupèrent donc beaucoup de futurs choix de draft, qui ont toujours Ja Morant et Jaren Jackson Jr., mais concrètement, qui ont tradé le troisième meilleur joueur de leur effectif. Eux, pour le moment, disent qu'ils ne sont pas du tout en opération reconstruction, mais en même temps, c'est ce qu'on dirait à leur place si on voulait essayer de faire monter un peu les enchères, parce que si on commence à dire que tout le monde est prêt à être tradé, ça fait baisser la valeur des joueurs. Ça semble compliqué d'imaginer que ça soit aussi les derniers mouvements pour Memphis. On peut s'attendre quand même à avoir des changements encore dans le Tennessee. C'est pas du tout sûr que Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Jouent la saison prochaine aux Grizzlies. Oui, vous vous rendez compte que cette équipe-là était deuxième le plupart de la saison. C'est incroyable quand même. Taylor Jenkins, voilà, c'est le début du château de cartes qui tombe. Ouais, le premier domino, ouais. C'est le premier domino. Ja Morant, on voit qu'il n'était pas du tout inspiré par son coach. Donc, il a dit publiquement. Donc, Triple J, il a fait tout. Pour moi, c'est le joueur modèle. Qui a tout fait, qui s'est démené, qui s'est donné tous ses efforts, mais bon, voilà. Est-ce qu'ils sont en reconstruction? Je crois bien que oui. Oui. La base est déjà présente, hein, parce qu'avec Jalen Wells, Zach Edey et Santi Aldama, tu as un trio quand même assez jeune. Santi Aldama, il a 25 ans, mais le reste, c'est très jeune. Et c'est deux rookies qui seront sophomores. Tu as déjà une petite base pour peut-être repartir de zéro. Oui, je pense que ça va se faire comme ça, tout simplement parce que cette formule-là n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que avec tout ce qui amène comme bagage, Ja Morant, est-ce qu'ils vont pouvoir le bouger, même si, ils décident de le faire. Triple J, il n'y a pas de souci, mais les Lakers sont dessus. Austin Reeves, 2 premiers tours de draft, et emballer, c'est pesé. Voilà. Oh, bon. Ouais, ça plairait bien à Rob Pelinka, mais je pense qu'il faudra beaucoup plus quand même pour Jaren Jackson. Attends. Ça va négocier. De toute façon, il y aura le téléphone va sonner. Oui, il a eu Doncic. Regarde ce qu'il a donné pour Doncic. Un premier tour notamment, voilà. Et Anthony Davis. Non, mais c'est vrai que Jaren Jackson Jr., je pense, va être un joueur très demandé parce qu'il a ce profil de déjà très bon défenseur, protecteur de cercle, très bon shooter à 3 points. Qui prend souvent beaucoup trop de fautes aussi, trop tôt dans les matchs en tout cas, ce qui sort souvent de la partie, mais jeune. Par contre, c'est vrai que Ja Morant, moi je pense que des GM de toute façon vont tenter le coup. Il y a pas mal d'équipes, soit qui ont de l'argent à dépenser ou qui veulent relancer quelque chose. La carrière de Ja Morant à NBA, elle n'est pas non plus, morte. Des équipes comme Chicago, Toronto, Brooklyn. Il faut qu'il... À l'Est, moi je le vois bien aller à l'Est en fait. Je vois bien des équipes de l'Est tenter le coup. Oui, je vois bien que Sacramento a besoin d'un meneur aussi. C'est vrai aussi, oui. Donc, à part là, je ne vois pas dans l'Ouest. Oui, effectivement, les Knicks.
Les Knicks? Oui. Comment ça, les Knicks? Ils ont déjà un meneur, les Knicks, par contre. Mais non, tu décales. Tu décales, ça fait petit, comme backcourt. Il faut trouver des formules pour gagner. Donc, déjà, il faut qu'ils trouvent un coach. Voilà, déjà. On va commencer par trouver un coach et après on verra pour Ja Morant. Voilà. Non, mais c'est vrai que moi, je vois bien Chicago ou même Toronto, Brooklyn, tu vois. Parce que de toute façon, toutes les équipes qui sont intéressés par Kevin Durant et qui cherchent une star, entre guillemets, qui n'auront pas Kevin Durant, ils vont se rabattre. Enfin, mécaniquement, il y a Giannis qui est difficile à faire bouger. Ensuite, il y a Kevin Durant. Et ensuite, il y a les autres joueurs. Tu vois, mais t'as une liste et les équipes qui n'auront pas les meilleurs choix se rabattront sur des joueurs comme Ja Morant. Tu rends compte, et ce que j'ai bien peur, c'est que Ja Morant, il prend la trajectoire de Iverson, qui est sorti de Philadelphie, et puis c'était un long chemin de incompréhension, de talent, qui est mal compris, et puis il a perdu ses repères. Donc je ne veux pas. Malheureusement, je crois que ça va finir comme ça, que Ja Morant, il va prendre cette trajectoire-là. Donc, qui tient bon, voilà. Pour moi, c'est pas intéressant pour lui de partir. Il faut qu'il soit bien résolu de changer son discours, de changer son comportement et de tout court changer. Voilà. Il a que 25 ans, Ja Morant. Donc voilà, il est encore très jeune. Il peut changer. Des fois, on change pas, mais il peut changer. On me dit il a juste cet âge-là, mais bon, jusqu'à la semaine dernière. Ouais. Mais en tout cas, pour Memphis, il va sûrement y avoir quand même pas mal encore de mouvements et peut-être repartir quasiment à zéro, parce que de toute façon dans le Tennessee tu peux partir à 0+2 et puis surtout on peut pas avoir de free agent, les free agents ne viennent pas de toute façon à Memphis, donc repartir c'est forcément avec la draft, sauf s'il aime le jazz, mais ouais, c'est sûr. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Yes. Chris. On se retrouve, je crois, vendredi pour un débrief du match 6. Et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et à très bientôt. Ciao. À très bientôt.